Le procès Palmade a commencé à 9h ce matin. Jean-Baptiste Marty est à l'audience. Bonjour Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste Marty nous entend? Jean-Baptiste... Je vous entends très bien, Pascal. Bonjour Jean-Baptiste. Les premiers mots, bonjour, les premiers mots des uns et des autres. Et d'abord, comment avez-vous trouvé et les victimes? Dans quel état sont-elles, si j'ose dire? Et puis également Pierre Palmade. C'est une ambiance assez tendue dans cette salle d'audience de Melun. C'est une toute petite salle. On a vu donc Pierre Palmade qui s'est présenté. Pierre Palmade, le regard souvent vide. C'est un homme fortement diminué. On sent qu'il est très attristé par la situation. Et d'un autre côté, les victimes également. On sent un peu de colère, mais également une famille détruite. Là, Yakult, donc le conducteur, le père de famille, vient de prendre la parole. Il raconte son traumatisme depuis 2 ans. C'est un homme qui a passé plus d'1 an à l'hôpital. Il a subi de nombreuses opérations. Donc voilà, une confrontation entre d'un côté Pierre Palmade et d'un autre côté la famille. Est-ce qu'on peut retenir déjà quelques phrases, quelques mots qui ont été dits? Je sais que j'ai lu en tout cas que l'avocat des parties civiles a demandé à Pierre Palmade s'il souhaitait que ce procès soit requalifié en homicide involontaire. Et monsieur Palmade a dit non. Voilà, c'était attendu. Il l'avait annoncé même avant le procès. L'avocat des parties civiles qui pour lui c'est un homicide involontaire dans le sens où le fœtus porté qui avait 6 mois allait naître vivant et viable, donc il considère que c'est un bébé qui a été tué. Donc c'est une demande qui a été adressée à la présidence dès l'ouverture du procès et à laquelle la défense a répondu non, et le président également. Et puis, il y a ces 3 victimes, Yüksel, Devrim et Mila. Yüksel, c'est le chauffeur. Devrim, il était né en 2016, c'est le jeune garçon. Et puis Mila, je sais que c'est toujours difficile de décrire un état physique et un état psychique encore plus difficile, mais dans quel état physique ces 3 personnes sont-elles apparues, Jean-Baptiste Marty? Alors, il faut savoir que sur donc ces 3 victimes, seuls Mila et Yakult sont présents. Devrim, c'est l'enfant de Yakult, oui. Donc le plus petit. Lui, il a 8 ans, il ne s'est pas présenté ce matin. Je pense que c'est notamment pour le préserver de ce procès et de ne pas être confronté à tout ce qui va être dit. Donc Yakult, voilà, on l'a rappelé un peu tout à l'heure, c'est un homme très éprouvé, il a 40 ans, il enchaîne les rendez-vous médicaux, il ne peut plus travailler aujourd'hui. On l'a vu, il a le bras, par exemple le bras gauche dans une écharpe, il est obligé de se déplacer avec une béquille. À la barre, il ne pouvait pas tenir debout, il était obligé d'être assis. Et Emilia, c'est une femme assez discrète qui s'est mise dans un coin de la salle d'audience. L'avocat des parties civiles a demandé aux journalistes d'ailleurs de ne pas la filmer. Elle ne veut pas être prise en photo pour préserver son anonymat. Et là, actuellement, elle est à la barre et elle est entendue. Eh bien, merci évidemment Jean-Baptiste Marty de toutes ces précisions. À 11h18, on va pouvoir échanger également avec Antoine Réglet et puis pourquoi pas réécouter Jean-Marie Bigard à 11h18. Mais avant cela, je voulais vous faire écouter Pierre Palmade. C'était sur Europe 1, on est en 2013 et il parlait de lui d'une façon assez négative d'ailleurs. Je l'aime pas en fait, mon homosexualité. Je suis vraiment triste. Avant j'étais en colère, maintenant je suis juste triste d'être homo parce que je me trouvais fait pour les femmes. Je trouvais que j'étais fait pour faire rire, protéger, ouvrir des portes. Tout ce qu'on voit dans les films et dans les Walt Disney. C'est intéressant d'ailleurs à l'aune de ce qui s'est passé d'entendre cette déclaration, parce que on peut aussi considérer que lorsqu'on s'abîme comme ça, c'est toujours un mystère d'ailleurs, lorsqu'on a du talent et qu'on s'abîme à ce point, il y a quelque chose d'autodestructeur, de suicidaire qui interroge forcément, parce que on n'a jamais été dans un autre cerveau. C'est ça le mystère de la traversée de la vie humaine. Donc on voit de l'extérieur un garçon qui a du talent, Pierre Palmade, qui est doué pour écrire, qui a une vie a priori celle qu'il avait voulu, et qui s'abîme avec la drogue, avec l'alcool, et qui s'abîme au point d'y perdre sa vie. Et en plus de mettre en danger celle des autres. En 2019 sur France 2, écoutez ce qu'il disait. Tout le monde me dit, Pierre, il va t'arriver une merde. C'est l'alerte supplémentaire. Tu ramènes des inconnus, t'es imprudent, on est minable, on est... Voilà.
J'ai honte de toutes les consommations de drogue que j'ai faites, qu'il faut que je fasse attention, que je ne quitte pas d'un pouce mes thérapeutes. Je peux ne plus jamais en prendre de ma vie si je me démerde pas trop mal. Mais là aussi, ce mélange d'extrême lucidité et de ne pouvoir intervenir dessus, forcément, ça nous interroge. Alors, il y a deux solutions dans ces cas-là. On peut être dans le jugement et condamner. La société, de toute façon, doit condamner, puisque ces trois jeunes gens n'avaient rien demandé. Quand je dis ces trois jeunes gens, ces trois personnes n'avaient rien demandé. Et elles ont pris une voiture qui a bouleversé leur vie. Une voiture frontalement qui les a mis en souffrance pour le reste de leur vie. Donc, la société doit condamner. Et puis après, c'est un mystère, comme je le disais, et chacun en son fort intérieur a le rapport qu'il souhaite avec ce type de personnes. Soit il dit ce sont des malades, soit ils n'y peuvent rien, soit c'est autodestructeur, que sais-je. On est avec Maître Antoine Réglet, je pense, qui est avocat spécialiste en droit routier. Bonjour Monsieur Réglet. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. J'ai le sentiment qu'on n'est pas assez sévère sur parfois ce type... alors c'est pas un homicide ici, mais parfois ça peut être un homicide involontaire. Moi j'ai le sentiment aujourd'hui que quelqu'un qui prend son volant avec alcool ou sous stupéfiant, il prend une telle responsabilité d'un accident qu'il doit être sanctionné et condamné fortement. Oui, la question de la sévérité se pose toujours, et c'est vrai qu'il est normal que la société s'interroge sur des jugements que certains disent ne pas être suffisants. Moi, je note que les réquisitions dans le procès Yannick Aleno, c'est quand même 8 ans d'emprisonnement. Alors, c'est insuffisant pour beaucoup, mais moi, ce sont des réquisitions, par exemple, que je n'ai jamais eues en 14 ans de carrière, que je sois pour ou contre. Il y a un mouvement sociétal pour plus de répression. Mais une fois qu'on a dit cela et qu'on a évacué nos propres passions, nos propres pulsions de vengeance, je ne suis pas certain que cette sévérité voulue apporte grand-chose aux victimes qui attendent, à mon avis, d'avoir un peu plus de considération et plus de droits, davantage qu'une sévérité plus grande qu'elles réclament, mais c'est pas le centre du problème. J'entends ce que vous dites, que ça ne satisfasse pas les victimes, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement le problème. Il me semble que ça peut être dissuasif. Si chacun sait que lorsqu'il prend le volant, il prend le risque de terminer en prison s'il est arrêté, même s'il n'y a pas d'accident, je pense que ça peut changer les choses. Il n'y a pas besoin d'avoir un accident. C'est-à-dire que si vous dites aux Français, attention, au-delà de 0,20 g, moi je suis pour 0, mais je comprends qu'à Paris c'est plus facile que dans la ruralité. La ruralité, c'est vrai qu'il n'y a pas les métros, il n'y a pas les transports en commun, etc. Mais on ne prend pas le volant me semble-t-il, lorsqu'on a bu. Donc à partir du moment, s'il y a peine planchée, vous serez arrêté, ça sera 8 jours de prison, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous entendez ce que je vous dis, même s'il n'y a pas d'accident. Peine courte. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à forcément passer par la case prison. Si vous leur dites qu'ils passent par la case prison quand ils sont à 0,40 g, je pense que ça peut faire évoluer les mentalités et les actes. C'est une proposition que je formule dans mon livre avec les victimes, avec lequel j'ai écrit ce livre, des courtes peines de prison. Maintenant, vous appelez le retour des peines planchées. Permettez-moi 2 observations. La première, c'est que sous Sarkozy, les peines planchées n'ont pas marché, mais peut-être que ça pourrait marcher demain. Ça a marché, pardonnez-moi, Nicolas Sarkozy n'est pas d'accord avec vous là-dessus, il trouve que ça a marché, et ça a marché parce que parfois c'était pas appliqué. Alors évidemment, comme les juges ne voulaient pas l'appliquer, mais la peine planchée, elle existe en contravention. Quand je me gare mal, moi, il y a une peine planchée, c'est 135 €. Tout le monde a la même. Non, c'est une peine forfaitaire, c'est pas une peine planchée, c'est une peine forfaitaire. Mais oui, quelle est la différence ? Bon, mais en fait, vous êtes généralement beaucoup plus pragmatique. Vous êtes ce matin extrêmement philosophe, et là, vous êtes dans la théorie. Vous qui connaissez parfaitement les Français qui vous appellent chaque jour, avec l'expérience qui est la vôtre. Le pragmatisme doit vous conduire à une double observation. La première, c'est quoi ? Effectivement, les juges n'aiment pas appliquer les peines planchées, et, les peines planchées où on imposerait au juge une peine, c'est impossible sur le plan constitutionnel, puisque il faut que le juge puisse, malgré la peine planchée, motiver
d'une manière exceptionnelle, pourquoi, dans telles circonstances, il l'écarterait? C'est le principe d'individualisation des peines. Donc l'automaticité que vous réclamez, elle est impossible sur le plan constitutionnel, c'est la première observation. La deuxième observation... Je vous répète qu'elle est automatique pour les radars, elle est automatique pour plein de peines en France. Hein. Pardonnez-moi, quand je... Oui, c'est pour les contraventions. Oui, c'est automatique, donc ne me parlez... C'est possible dans un cas, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible dans un autre, mais bon. Ça s'appelle le principe de l'égalité des délits et des peines. C'est possible pour les contraventions parce que ce sont des comportements faiblement graves, d'une gravité plus faible. Pour les délits et les crimes, il faut individualiser la peine, c'est jugé, archi-jugé. Mais encore une fois, présentez-vous à la députation. Non, je ne vais pas me présenter à la députation parce qu'il est 11h26, mais on marque une pause et vous restez avec nous parce qu'autrement on va en retard. Ça, c'est un peu facile comme argument. J'ai pas envie de... Moi, je suis journaliste, je suis pas député, je suis pas homme politique, mais on débat dans la courtoisie. Vous voulez pas être député? Non, puis quoi encore. Et, on était avec Maître Antoine Réglet, qui est l'avocat spécialiste en droit routier, pas en droit maritime. Et Monsieur Réglet, il y a moins d'accidents, évidemment. Vous avez été très gentil d'ailleurs avec nous en parlant de notre émission, qui a une certaine philosophie, disiez-vous. Mais il vous complimentait, c'est tout. Hein. Non, il voulait que je sois député. Bon. Monsieur Réglet, peut-être le mot de conclusion sur le sujet qu'on a abordé. Je disais qu'il faut être plus sévère, et vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur cette ligne-là, si on veut conclure. La sévérité, on peut l'avoir autrement que par les peines que les juges ne voudront pas appliquer, par exemple en faisant payer les dommages et intérêts aux auteurs d'accidents quand il y a de l'alcool. S'ils n'ont pas d'argent. Vous êtes très en forme, Pascal Praud, mais non, mais souvent il y a des gens... Je vous connais une bienséance qui fait que vous n'interrompez pas aussi souvent les gens. Pardonnez-moi, alors je vous interromps. Je vous disais donc, mon cher Pascal, que j'aime beaucoup, que les assurances avancent les sous aux victimes et se retournent après contre les auteurs. Donc les victimes sont payées, les auteurs sont ruinés parfois à vie. C'est dissuasif, c'est répressif et ce n'est pas au juge d'en décider. Donc finalement, nous nous retrouvons sur la sévérité. Je suis pragmatique, vous êtes théorique. Finalement, ce sera aux auditeurs de choisir leur camp. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas, Monsieur Réglet, et bonne journée à vous. Vous, quand vous défendez, vous êtes des deux côtés, si j'ose dire. Vous pouvez défendre parfois celui qui a causé l'accident et celui qui en est la victime. Oui, ça m'arrive. Moi, je suis d'abord avocat de la défense, et quand je défends un homme ou une femme, je ne défends pas une cause. Et lorsque je défends des victimes, je suis un peu contre l'auteur, mais je suis beaucoup contre les assureurs qui veulent pas indemniser. Donc, il n'y a pas de problème à avoir cette double casquette. Au contraire, je crois qu'elle est favorable aux victimes parce que de connaître toute la stratégie des auteurs me permet, quand je suis avocat de victime, de tout contrecarrer, comme je l'ai fait ce matin avec votre argumentation. Eh ben merci, et vous avez été vraiment remarquable, Monsieur Réglet. Je serai vous, je me présenterai à la députation. On fait un ticket. Allez, il faudra choisir la couleur politique. Peut-être qu'on aura une difficulté. Je serai votre suppléant, bien évidemment. Ça sera vous le chef.